Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de me permettre d'être présent à ces journées de formation médicale continue. Pour ma part, je suis cardiologue. Comme vous l'avez bien compris, je travaille à Tizi Ouzou. Ce n'est pas aussi compliqué de venir de Tizi, alhamdoulilah, grâce à l'autoroute Est-Ouest et grâce à la belle localisation de Chlef immédiatement sur cette autoroute qui a vraiment désengorgé la région et qui a permis vraiment de relier Chlef à la capitale et aux différentes wilayas du pays. Donc je voudrais vous dire tout d'abord que le choix du thème, on l'a un petit peu débattu avec les organisateurs et puis on s'est dit pourquoi ne pas changer un petit peu de l'hypertension artérielle, etc. et vous faire quelque chose de nouveau. Et donc j'ai voulu vous faire une présentation pratique sur l'hypertension artérielle, plutôt sur la fibrillation atriale. Je vous dirai en introduction que la fibrillation atriale est le trouble du rythme le plus fréquent dans le monde, donc quel que soit où vous êtes, dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement, c'est ce que vous allez rencontrer le plus comme trouble du rythme. Globalement, on vous dit qu'il y a des micro-circuits électriques dans l'oreillette et on va l'expliquer ensemble. Elle peut être aiguë ou chronique, elle peut être paroxystique ou permanente, mais dans tous les cas, le principal risque d'une fibrillation auriculaire, c'est de faire un accident vasculaire cérébral de type ischémique. Donc pour comprendre un petit peu comment un patient peut faire de la fibrillation, on va comprendre d'abord la fibrillation chronique et on va extrapoler ce qu'on va comprendre ensemble sur la fibrillation chronique, on va l'extrapoler aux autres formes de fibrillation. D'abord, pour faire de la fibrillation chronique, il faut avoir une dilatation de l'oreillette gauche. Cette dilatation de l'oreillette gauche aura plusieurs étiologies. Si on parle des pays développés, ça va être la cardiopathie hypertensive. L'HTA entraîne une hypertrophie du ventricule gauche parce qu'il doit lutter contre l'HTA. Cette hypertrophie du ventricule gauche réduit la lumière du ventricule gauche, dilate l'oreillette gauche parce qu'elle n'arrive pas à se vidanger complètement. Ça peut être la cardiopathie ischémique, c'est le même raisonnement. Dans les pays en voie de développement, ça va être plutôt les valvulopathies et surtout les valvulopathies mitrales, plus ou moins aortiques. Dans tous les cas, pour faire de la fibrillation auriculaire, il faut avoir une dilatation des oreillettes et surtout de l'oreillette gauche. Vous savez tous qu'il y a deux types de cellules dans notre corps qui ne se multiplient pas, qui ne se régénèrent pas. On a un capital et puis on le garde toute la vie. C'est les cellules cardiaques et les cellules neurologiques. Les cellules cardiaques ne se régénèrent pas. Pour que l'oreillette puisse se dilater, les cellules cardiaques doivent s'éloigner les unes des autres et donc il se crée de l'espace. Imaginez les gens qui sont dans la salle, on enlève les chaises et je vous demande de vous mettre debout et je vous regroupe. On va faire à peu près 5 mètres sur 5 mètres. Je vous dis ensuite intashiru, espacez-vous et on va mettre entre vous les chaises dans la position dans laquelle vous êtes assis actuellement. Les chaises, c'est la fibrose. Les cellules s'éloignent et l'espace va être remplacé par du tissu fibrotique interstitiel. Habituellement, dans le cœur, on a le nœud sinusal qui est situé en haut, qui délivre l'électricité. L'électricité qui sort dans l'oreillette ne trouve que des cellules musculaires. Donc elle chemine de proche en proche et elle dépolarise toutes les cellules à la fois. Ensuite, elle atteint l'anneau fibreux, donc la partie en vert violet, et elle ne peut passer des oreillettes vers le ventricule qu'à travers le nœud auriculo-ventriculaire. Ce qui va se passer dans une fibrillation auriculaire, les cellules s'éloignent, l'espace qui se crée est remplacé par de la fibrose. Cette fibrose simule, ressemble à un labyrinthe, le maze, le mataha. Ce labyrinthe va siéger dans l'oreillette. L'électricité du nœud sinusal qui sort, elle va trouver un labyrinthe de fibrose. Et elle va se perdre dans ce labyrinthe pour essayer d'atteindre le nœud auriculo-ventriculaire de l'autre côté. Si je prends mes mains et je symbolise l'oreillette, cette zone va recevoir son électricité, alors que l'autre zone de l'oreillette n'a pas encore reçu. Et donc les différentes zones du myocarde auriculaire ne se contracteront plus de la même manière, mais recevront leur électricité à des moments différents à cause de ce labyrinthe. Quelle est la conséquence ? Absence de contraction auriculaire. La contraction auriculaire remplit le ventricule gauche de 25 à 40% de son débit. Mauvais débit cardiaque, ça peut créer de l'insuffisance cardiaque. Deuxième conséquence, si l'oreillette tremble et ne se contracte pas, il y a de la stase sanguine à l'intérieur de l'oreillette. Risque thromboembolique et risque d'accident vasculaire, surtout cérébro-ischémique. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi ?
Ensuite, sur un électrocardiogramme, comment vous allez voir une fibrillation auriculaire? Vous allez voir une disparition de l'onde P. Elle n'existe plus. L'oreillette est traversée par 300 à 600 électricités qui essayent de trouver un chemin vers le nœud auriculo-ventriculaire dans un labyrinthe de fibrose. Donc, on aura disparition de l'onde P remplacée par des micro-électricités qui traversent l'oreillette. Le nœud auriculo-ventriculaire est bombardé, il a 300 à 600 électricités par minute. Heureusement, Rabbi Subhanahu a créé le nœud auriculo-ventriculaire sous forme de filtre. Il ne laissera pas toute cette électricité auriculaire descendre vers le ventricule. Il va la bloquer. Donc, on aura une fréquence ventriculaire plus lente que la fréquence auriculaire 300 à 600. Par contre, comme il est bombardé de façon irrégulière, parce que wahda al-qat facilement, l'autre elle s'est perdue pour arriver, il va donner une réponse ventriculaire qui va être irrégulière. Et donc électriquement, la CFA, c'est une disparition de l'onde P, comme vous le voyez ici, remplacée par une trémulation de la ligne de base qui représente les microélectricités. Et comme le nœud auriculo-ventriculaire est bombardé de façon irrégulière, donc on dira qu'il y a une réponse ventriculaire irrégulière. C'est ce qu'on appelait Bekri ACFA, arythmie complète, parce qu'il y a une arythmie par fibrillation auriculaire. On l'appelle actuellement fibrillation auriculaire. Dans les autres formes de FA, si on parle de FA aiguë, on va la voir dans le post-infarctus, dans une péricardite, en post-chirurgie cardiaque, etc. Au lieu d'avoir de la dilatation, on aura de l'inflammation. Post-infarctus, péricardite, etc., il y aura de l'inflammation. Au lieu d'imaginer les cellules qui s'éloignent avec de la fibrose, on va imaginer de l'œdème inflammatoire qui s'interpose entre les cellules et qui va créer ce fameux labyrinthe, non plus de fibrose, mais un labyrinthe inflammatoire. Si la cause est réversible, la CFA va disparaître. Si la cause est irréversible, la CFA persiste. Vous avez une troisième notion qui existe fort heureusement surtout en Europe, la fameuse FA du samedi soir, qui m'a la fièvre du samedi soir. Ça veut dire quoi? Les jeunes, ils kharjou, samedi soir, ils boivent de l'alcool, et donc durant la nuit, ils font de la fibrillation auriculaire. Idem, ça va créer de l'hypokaliémie, ça va créer des blocages du passage de l'électricité d'une cellule à l'autre, et ça va créer un labyrinthe ionique par blocage par le potassium. Dans tous les cas, pour faire de la FA, il faut des blocages à l'intérieur de l'oreillette, création d'un labyrinthe fibrotique, inflammatoire ou ionique qui va me créer cette ACFA. Donc on avait dit multiples foyers ectopiques, donc électricité qui se perd dans le cœur, l'oreillette ne se contracte plus, elle remplit mal le ventricule gauche, donc risque de conséquences hémodynamiques, l'oreillette ne se contracte pas, stase de sang, risque thromboembolique. Si vous avez compris ça, tout le reste, on va parler un petit peu de prise en charge. Comment on découvre une ACFA, comment on va la prendre en charge. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ACFA ou de FA asymptomatiques. Ça va être une découverte fortuite. Vous examinez, vous allez trouver une arythmie. Et donc, en trouvant l'arythmie, vous pensez à ça, vous faites un électrocardiogramme, vous confirmez le diagnostic. Parfois, ça va être des patients qui vont consulter pour de simples palpitations. Il vous dit, j'ai l'impression d'avoir un papillon, d'avoir un oiseau, zaouch, qui vole dans ma poitrine. Parce que cette irrégularité, le patient va la ressentir sous forme d'un battement d'ailes, de papillons, d'oiseaux, etc. dans sa poitrine. Certains vous viendront pour hypotension. Quand la CFA est très rapide, déjà on n'a pas de systole auriculaire. Si la fréquence cardiaque s'accélère, la diastole se raccourcit. Et qu'est-ce qui se passe en diastole? Quel est l'intérêt de la diastole? Bien sûr, le repos du cœur, mais surtout le remplissage du cœur. Lorsque la diastole se raccourcit, le temps de remplissage, le remplissage se raccourcit, et donc on aura un mauvais remplissage. Si à la base, je n'ai pas de systole et j'ai un temps de remplissage court, j'aurai un très mauvais débit cardiaque. Conséquences hémodynamiques, collapsus, état de choc cardiogénique. Et certains viendront avec des complications, et surtout avec un accident vasculaire cérébral ischémique. Ensuite, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous avez votre patient qui fait une arythmie. Donc, je viens vous voir, bonjour docteur, Wouchbik, j'ai un petit peu mon cœur qui palpite, je ne vais pas très bien. Première chose que vous devez chercher, parce que ça deviendra après une urgence, est-ce que cette arythmie, que ce soit ACFA ou autre, est bien tolérée hémodynamiquement? Est-ce que je fais des signes d'état de choc ou pas? Les signes d'état de choc, ça va être la tension basse, la pâleur, cyanose, marbrure, hypotension, froideur, etc. Donc vous allez chercher mes signes de choc. Ensuite, vous allez chercher, est-ce que j'ai une complication? Est-ce que j'ai un AVC?
et vous allez rechercher d'éventuelles étiologies par votre examen clinique. Est-ce qu'il y a un souffle cardiaque qui va vous orienter vers une valvulopathie? Est-ce que je suis hypertendu? Ça va vous orienter vers une dilatation suite à une hypertrophie du VG et donc cardiopathie hypertensive. Est-ce que j'ai un goitre? La dysthyroïdie va créer des troubles et des blocages au niveau de l'oreillette et elle va créer une ACFA. Vous me faites par la suite un électrocardiogramme pour voir c'est quoi cette arythmie. Et si vous avez la chance de trouver cet aspect, et si j'ai la malchance d'avoir cet aspect, absence d'ANTP, remplacé par une trémulation de la ligne de base, avec réponse ventriculaire irrégulière, vous êtes certain que je fais une ACFA. Qu'est-ce que vous allez me faire? D'abord, quand on a une ACFA, vous devez dire à quelle fréquence est mon ACFA. Vous savez tous que pour prendre la fréquence cardiaque au niveau de l'électrocardiogramme, c'est 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent de QRS. Si je vous dis que mon cœur prend 2 secondes pour se contracter, il se contracte combien de fois par minute? Mon cœur prend 10 secondes pour se contracter. En 1 minute, 6 fois. Il prend 30 secondes pour se contracter. En 1 minute, 2 fois. Donc, je raconte 60 secondes divisé par la durée d'une contraction. La durée d'un événement cardiaque, mes amis, c'est le nombre de petits millimètres sur l'ECG multiplié fois 0,04. Le nombre de petits millimètres qui séparent de QRS multiplié fois 0,04. Étant donné que la durée d'un petit millimètre, c'est 0,04. Parce que l'ECG est enregistré en 25 millimètres par seconde. Au lieu de calculer bêtement les petits millimètres, vous pouvez calculer les grands carreaux. Chaque grand carreau fait 5 petits millimètres. Donc vous me dites le nombre de grands carreaux fois 5, ça me donne les petits millimètres, fois 0,04. 5 fois 0,04, je fais appel à vos connaissances de mathématiques, 0,2. 60 divisé par 0,2, c'est 600 divisé par 2. 300. C'est de là qu'on a ramené la règle à 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Le problème, c'est que cette règle, quand j'ai une ACFA en bas, si je calcule ici, j'aurai 300 divisé par 1, 2, 3. Ça ne va pas. Si je calcule ici, j'aurai 300 divisé par 1, 2, 3, 4. Si je calcule ici, ça va être 300 divisé par 5. Et je vais avoir des fréquences différentes. Et donc l'idéal, dans le meilleur des mondes, c'est de laisser l'ECG tourner pendant 1 minute. C'est exactement ça la fréquence cardiaque. Sauf que 1 minute de CG, c'est 1,5 mètre de papier millimétré. Si vous êtes dans le public, le directeur est house. Comme si vous êtes dans le privé, au bout de quelques jours, vous faites faillite. Et donc, le tableau de calcul mental le plus simple, جدول الضرب الأسهل, après le tableau de multiplication par 1, c'est le tableau de multiplication par 10. 10, vous rajoutez un 0. Donc, l'idéal, c'est de prendre un bout de CG qui fait 6 secondes. Si je vous dis que j'ai 8 contractions en 6 secondes, combien j'en aurai en 60? Vous rajoutez un 0. Et 6 secondes sur le CG, c'est 15 cm de papier millimétré. Il n'y a pas beaucoup de gaspillage. En plus, sur le papier millimétré, vous aurez un carreau noir par le fabricant qui se répète chaque 5 cm. Le papier millimétré qui il y a un carreau noir qui se répète chaque 5 cm. Et donc, vous prenez 5, 5, 5, mais le carreau noir, le carreau noir, le carreau noir, le carreau noir, vous avez vous 15 cm. Je rajoute 0, j'ai la fréquence de mon ACFA. Tout le monde est d'accord? Ensuite, vous envoyez votre patient pour se faire explorer. Si elle est bien tolérée hémodynamiquement, il n'y a pas d'urgence, je fais une échographie. L'échographie aura pour objectif d'apprécier l'oreillette gauche. Est-ce qu'elle est dilatée? Est-ce qu'il y a une étiologie, valvulopathie? Est-ce qu'il y a une hypertrophie du ventricule gauche dans le cadre d'une cardiopathie hypertensive? Et vous faites une biologie. La biologie, ça va être la formule à la recherche d'une anémie, la TSH à la recherche d'une dysthyroïdie et un onogramme complet, surtout à la recherche d'une hypokaliémie. Et ensuite, vous devez prendre en charge. Selon la tolérance hémodynamique. Si votre ACFA est mal toléré hémodynamiquement, c'est-à-dire que le patient fait des signes de choc, oubliez toute votre médecine, faites un électrocardiogramme médico-légal, prenez votre défibrillateur, choquez-la. Parce que si vous ne choquez pas, le patient va mourir immédiatement. Même s'il y a un risque de thrombus, au moment où on choque, l'oreillette va se contracter, on risque d'emboliser le thrombus, on risque de faire un AVC, mais vous comparez une mort imminente avec un possible AVC. Donc,
choc électrique en urgence. Si elle est mal tolérée hémodynamiquement, choc électrique en urgence. Si elle est bien tolérée hémodynamiquement, je réfléchis. Il y a une étude, on va la citer, on l'oublie, l'étude affirme, quand je prends un sujet qui est âgé de plus de 70 ans, qu'il soit en ACFA ou en rythme sinusal, il vivra dans tous les cas de la même manière. La CFA ne tue pas si elle est bien traitée. Donc, au-delà de 70 ans, plutôt avant 70 ans, le seul impact, c'est la qualité de vie. Quand on a cette systole auriculaire, on fera plus d'efforts. Quand on n'a pas la systole auriculaire, on ne fera pas beaucoup d'efforts. Par contre, au-delà de 70 ans, on a cette systole auriculaire. Donc, l'âge de 70 ans est discriminant. Moins de 70 ans, on va s'acharner à arrêter la CFA. Plus de 70 ans, on va peut-être l'accepter. Deuxième question, combien j'ai de fibrose dans l'oreillette? Plus la fibrose tkun kbira, même je rétablis le rythme sinusal, l'électricité va se perdre à nouveau dans le labyrinthe. Plus le labyrinthe sera, plus l'électricité ou absent, plus l'électricité va persister. Qu'est-ce que vous savez le labyrinthe et donc la quantité de fibrose dans l'oreillette? Scintigraphie, IRM, beaucoup plus simple. Que fait la fibrose dans le cœur? Elle remplace le vide entre les cellules. Maintenant, plus l'oreillette est dilatée, plus j'ai du vide, plus j'ai de la fibrose. Moins l'oreillette est dilatée, moins j'ai de l'espace, moins j'ai de la fibrose. Et l'étude affirme, nous a dit, regardez la taille de l'oreillette gauche à l'échographie. Donc sur la taille de l'oreillette gauche et l'âge inférieur à 69 ans, si j'ai une oreillette gauche pas très dilatée, qui ne dépasse pas 22 cm², un âge inférieur ou égal à 70 ans, je vais préférer le retour en rythme sinusal. À chaque fois que vous changez le rythme, vous parlerez de cardioversion. Et on verra comment on l'a fait. Si l'oreillette gauche est très dilatée, beaucoup de fibrose, ça ne sert à rien. Si le patient est âgé de plus de 70 ans, bof, il n'en a pas trop besoin. Sauf si c'est quelqu'un de 75 ans qui fait de la randonnée, qui fait du sport, donc il a un âge physiologique de 50 ans. Mais sinon, s'il fait ses 70 ans, l'étude affirme, nous a dit, acceptez la CFA, ralentissez-la. Donc, comment faire un retour en rythme sinusal? Pratique, vous faites une formule, un bilan thyroïdien, un ionogramme. Vous devez vérifier l'absence de thrombus dans l'oreillette gauche. Si la CFA date de moins de 24 heures, elle n'a pas eu le temps de donner un thrombus. Vous pouvez faire votre cardioversion. Si elle date de plus de 24 heures, vous avez deux schémas. 48 heures d'héparine, échographie transœsophagienne qui aura pour but d'éliminer un thrombus de l'auricule gauche et vous faites votre cardioversion. Ou bien 3 semaines d'une bonne anticoagulation, échographie transthoracique et vous faites votre cardioversion. Comment vous faites la cardioversion? Amiodarone, ça va être une cardioversion chimique, médicamenteuse. Donc 2 ampoules d'amiodarone, 300 mg dans 200 cc de sérum à faire passer en 20 minutes. Si échec, si ça marche, ok. Si échec, j'appelle mon anesthésiste, je vais endormir le patient et je fais un choc de confort, le choc d'urgence qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, dans tous les cas, je vais faire une cardioversion médicamenteuse et ou électrique. Et bien sûr, je donne un traitement d'entretien pour éviter la récidive qui sera basé sur la flécaïne et ou la cordarone. Parfois, surtout dans les centres hyper spécialisés, on peut proposer l'ablation par radiofréquence. On va brûler dans le cœur et créer des conduites qui vont mener l'électricité du nœud sinusal vers le nœud auriculoventriculaire pour arrêter la CFA. Ce n'est pas notre thème. Deuxième hypothèse, on va accepter la CFA. Oreillette très dilatée, âge élevé, donc on a décidé d'accepter la CFA. Il faut la ralentir. S'il n'y a pas de systole auriculaire, laisse-moi la durée de la diastole pour améliorer le remplissage. Comment? Bêta-bloquant et ou digoxine. Commencez par l'un et associez l'autre si votre réponse est insuffisante. Quand vous mettez un traitement ralentisseur, l'objectif c'est d'avoir une fréquence inférieure à 110. Pensez à cet aspect en V5, V6 quand vous avez un patient sous digoxine, cupule digitalique qui signe l'efficacité du traitement. Ensuite, bien sûr, votre ACFA doit faire la discussion de l'anticoagulation. Si vous avez une ACFA valvulaire, mais à prothèse ou rétrécissement mitral modéré ou serré, antivitamine K obligatoire. Si vous n'avez pas de prothèse mécanique de RM serré, vous faites le score Chatzvask, 1 point pour chaque, cardiopathie, plutôt insuffisance cardiaque, hypertension, H 2 points, diabète, AVC 2 points, pathologie vasculaire, âge entre 65 et 75 et sexe féminin. Si votre score est égal à 0, vous ne donnez rien. Si votre score est égal à 1, vous préférez une anticoagulation. Si votre score est supérieur à 1, obligatoirement une anticoagulation.
Une petite parenthèse, le CHATS-VASC, en 2024, on a proposé d'enlever le sexe féminin. C'est pour des raisons non algériennes, non musulmanes. Il y a des transgenres en Europe, il y a des hommes qui prennent des hormones féminines pour devenir des femmes. Et donc, en Europe, on conseille de ne plus prendre le sexe, le CHATS-VASC. En Algérie, prenez-le en considération. Bien sûr, vous avez les nouveaux anticoagulants oraux qui sont très confortables. Donc, vous avez le dabigatran, le rivaroxaban, l'apixaban, qui nous permettent d'éviter le dosage de l'INR, d'éviter un régime particulier, d'avoir une efficacité immédiate. En général, c'est des médicaments par voie orale rapide. Ils sont au moins aussi efficaces que les antivitamines K. Il n'y a pas de régime particulier, il n'y a pas de contrôle particulier. Seule précaution, si vous avez une insuffisance rénale, ils sont contre-indiqués. Je conclurai donc en vous disant que la CFA est le trouble du rythme le plus fréquent au monde. C'est des microcircuits, on les a expliqués, qui imposent un risque thrombotique et un risque hémodynamique. Si elle est mal tolérée, vous choquez. Si elle est bien tolérée, contrôle de rythme versus contrôle de fréquence, l'âge, la taille de l'oreillette gauche. Si vous faites un contrôle de rythme, corde à ronde, plus ou moins choc électrique. Si vous faites un contrôle de fréquence, bêta-bloquant, plus ou moins digoxine. Et vous discutez toujours votre anticoagulation selon le CHATS-VASC ou selon le CHATS-VA. Si vous êtes d'accord avec les Européens, enlevez le sexe. Et je vous remercie.